Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Conseil Notarial. Je m'appelle Camille Barbeau et je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo consacrée à la protection de son conjoint. Nombreux sont les couples qui ignorent la situation patrimoniale dans laquelle ils se trouveraient si l'un d'eux était amené à décéder. C'est la raison pour laquelle nous tenterons dans cette vidéo de vous exposer les règles générales qui s'appliquent aux différents types de couples, à savoir les concubins, les partenaires pacsés, les époux mariés, afin de vous permettre de connaître la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Et nous vous exposerons aussi les solutions qui s'offrent à vous pour protéger votre conjoint et créer cette protection lorsqu'elle n'existe pas, ou bien pour augmenter, adapter, ajuster cette protection lorsqu'elle est déjà existante. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Avant d'évoquer la situation dans laquelle se trouvent les concubins, les partenaires et les époux, nous allons revenir sur les principes généraux du droit des successions français. En effet, il est important de saisir certains mécanismes pour pouvoir comprendre dans quelle mesure il sera possible d'organiser la transmission de son patrimoine au profit de son conjoint. Comment parler de droit des successions français sans évoquer la question de la réserve héréditaire? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, la réserve héréditaire est une part de succession qui est réservée par la loi à certains héritiers protégés que l'on appelle les héritiers réservataires. Cette règle est dite d'ordre public, c'est-à-dire qu'elle est impérative, on ne pourra pas y déroger, même dans un testament. Aussi, les héritiers réservataires ne pourront, dans la succession, recevoir une part qui serait moins importante que cette réserve héréditaire. Qui sont les héritiers réservataires? Eh bien, les héritiers réservataires, ce sont les enfants. Dans le cas où vous auriez perdu un de vos enfants, eh bien, dans ce cas, ces enfants, à lui, pourront eux-mêmes avoir la qualité d'héritier réservataire. Le conjoint survivant pourra lui aussi avoir la qualité d'héritier réservataire seulement lorsque les époux sont mariés et qu'ils n'ont pas d'enfants. Passons désormais au calcul et au montant de cette réserve héréditaire. Eh bien, pour ce faire, il convient de s'en référer à une masse. Que trouve-t-on dans cette masse? On y trouvera les biens existants, c'est-à-dire les biens qui composent le patrimoine de la personne décédée au jour de son décès. Il conviendra ensuite d'en déduire le passif. Et enfin, on réunira de manière fictive, puisque ces biens au jour du décès ne font plus partie du patrimoine de la personne décédée, on réunira les donations antérieures. Le but ici est de reconstituer le patrimoine de la personne décédée comme si elle n'avait jamais consenti de donation. L'idée ici est de véritablement protéger les héritiers réservataires afin que des donations ne puissent pas venir porter atteinte à ce qui doit leur revenir de droit. Quel est le montant de cette réserve héréditaire? Eh bien, cette proportion de réserve héréditaire va varier en fonction du nombre d'héritiers réservataires, mais aussi en fonction de leur qualité. Pour ce qui est des enfants, si vous avez un enfant, la réserve héréditaire de cet enfant est égale à la moitié de cette masse. Dans le cas où vous auriez deux enfants, la réserve héréditaire globale, c'est-à-dire la réserve héréditaire des deux héritiers, est des 2/3. Par conséquent, chaque enfant aura une réserve individuelle du tiers de cette masse. Enfin, si vous avez 3 enfants ou plus, la réserve héréditaire globale est des 3/4. Ces 3/4 de réserve héréditaire globale seront divisés en fonction du nombre d'enfants pour obtenir le montant de la réserve héréditaire individuelle. Par exemple, si vous avez 3 enfants, les 3/4 de cette réserve héréditaire globale seront divisés par 3. Par conséquent, chaque enfant aura une réserve héréditaire d'1/4 de cette masse globale. En ce qui concerne la partie de cette masse qui ne constituerait pas la réserve héréditaire, eh bien, il s'agit de la quotité disponible. Et pour cette quotité disponible, eh bien, la personne est en droit d'en disposer comme bon lui semble, par donation ou par testament. Nous avons énuméré les grands principes du droit des successions français et à partir de ce postulat, nous pouvons désormais voir dans quelle mesure il est possible d'organiser la protection de son conjoint. Intéressons-nous tout d'abord aux concubins. Si vous êtes concubin, c'est que vous avez choisi de ne pas soumettre votre union à un régime spécifique. Par conséquent, votre couple n'est pas régi par un corps de règles. Dans votre cas, le législateur ne reconnaît pas de vocation successorale aux concubins. Donc, si vous étiez demain amené à décéder, votre concubin, sans action positive de votre part, n'aurait pas vocation à recevoir une part dans votre succession.
Il est cependant possible d'y remédier par la voie du testament. Pour ce qui est de la rédaction du testament, je vous renvoie à la vidéo qui traite plus amplement du sujet. On pourra simplement dire que dans un testament, il est possible de prévoir une gratification à l'égard de son concubin, dans la limite bien entendu de la réserve héréditaire dont nous avons parlé auparavant. Vous pourrez ainsi décider que votre concubin a un droit à venir recueillir une part dans votre succession. Attention cependant au régime fiscal qui peut s'avérer dissuasif. En effet, l'administration fiscale ne tient pas compte du lien qui unit les concubins. Aussi, si vous choisissez dans un testament de gratifier votre concubin, sachez qu'il devra payer des droits de succession d'un montant de 60%, c'est-à-dire le montant des droits de succession que l'on applique aux tiers. Si vous souhaitez que votre compagnon bénéficie d'un régime fiscal plus favorable, je vous invite à vous diriger vers le PACS que nous allons aborder dès à présent. Pour ce qui est des partenaires pacsés, là encore, rien n'est automatique, c'est-à-dire que le législateur ne prévoit pas de vocation successorale aux partenaires par le simple fait de PACS. Vous devrez, là encore, avoir un comportement actif, c'est-à-dire rédiger un testament pour que votre partenaire puisse avoir le droit de recueillir quelque chose dans votre succession. Ici, le régime fiscal est beaucoup plus attractif puisque l'administration fiscale reconnaît le lien qui unit les partenaires et par conséquent, votre partenaire sera complètement exonéré de droits de succession. Par exemple, pour un actif transmis de 100 000 €, il n'y aura pas de droit de succession dans le cadre du partenariat. Cependant, si on revient au concubinage, il y aura bien 60 000 € de droit de succession à régler. Mais la loi prévoit aussi une protection particulière, et cette protection s'attache au logement du couple. Lorsque le couple vit dans un bien qui va dépendre entièrement ou partiellement de la succession, eh bien le partenaire survivant aura la possibilité d'occuper de manière gratuite le logement pendant 1 an à compter du décès. Intéressons-nous désormais au cas des couples mariés. Lorsque vous êtes marié, vous êtes automatiquement protégé. En effet, le législateur reconnaît une vocation successorale aux époux. Nous nous intéresserons donc à ce que prévoit la loi et à la protection qui est offerte automatiquement par le simple fait du mariage, et nous verrons ensuite dans quelle mesure il est possible d'augmenter ou d'ajuster cette protection du conjoint. Vous êtes marié, que prévoit la loi? Tout d'abord, le régime matrimonial auquel vous êtes soumis va déterminer la teneur du patrimoine de l'époux décédé. Pour ce qui concerne les régimes matrimoniaux, encore une fois, je vous renvoie à une vidéo qui traite plus amplement du sujet. On pourra simplement prendre l'exemple de la communauté légale, c'est-à-dire la communauté qui s'applique lorsque les époux n'ont pas choisi de rédiger un contrat de mariage antérieurement à leur union. Et bien dans ce cas, au jour du décès, plusieurs masses coexistent. Il y aura la masse commune, c'est-à-dire la masse qui comprend la mise en commun des biens des époux, et dans cette masse on trouvera tous les biens acquis pendant le mariage à titre onéreux, les salaires, etc. Enfin, on aura aussi des masses propres. Dans ces masses propres, on trouvera les biens que les époux ont reçus par donation ou succession pendant l'union, et aussi on y trouvera les biens acquis avant le mariage. Donc, dans le cas d'un décès de l'un des époux, sa succession se composera de la moitié de la communauté, donc des biens mis en commun, et de sa masse propre, c'est-à-dire des biens qu'il aurait reçus par succession-donation, comme je le disais, pendant le mariage, et des biens qu'il aurait acquis avant le mariage. Une fois ce patrimoine délimité, les droits de votre conjoint dépendront de votre situation familiale. Plusieurs cas de figure sont à envisager. Premier cas de figure, vous n'avez pas d'enfant. Et bien dans ce cas, votre conjoint a vocation à recevoir l'intégralité de votre succession. On notera par ailleurs qu'il devra recevoir un minimum égal à sa réserve héréditaire, puisqu'en l'absence d'enfant, le conjoint survivant a la qualité d'héritier réservataire. Enfin, si vous avez des enfants, 2 cas de figure à nouveau sont à distinguer. Dans le premier cas, vous avez des enfants communs, c'est-à-dire que tous vos enfants sont issus de votre union avec votre époux. Et bien dans ce cas, le conjoint survivant disposera d'une option qui lui est offerte par la loi. Il pourra opter pour l'usufruit de l'intégralité des biens existants. L'usufruit, rappelons-le, est un droit de jouir des biens. C'est-à-dire, si on prend un exemple précis, pour un bien immobilier, vous aurez la possibilité de le mettre en location et d'en percevoir les revenus. C'est cette première possibilité qui est offerte au conjoint. S'il choisit de ne pas opter pour l'usufruit, il pourra opter pour de la pleine propriété. Et la pleine propriété sera d'1/4
de la masse qui est composée des biens existants au jour du décès. Seconde hypothèse, vous décédez en laissant des enfants, mais ces enfants ne sont pas tous issus de votre union avec votre conjoint actuel. Et bien dans ce cas, la loi n'offre pas d'option au conjoint survivant. Il pourra simplement choisir de recueillir un quart en pleine propriété du patrimoine qui composera la succession de l'époux décédé. En parallèle de ce que nous venons de dire, la loi prévoit aussi et organise une protection particulière relative au logement de la famille. En effet, la loi met en place deux types de protection, le droit temporaire au logement et le droit viager au logement. Tout d'abord, le droit temporaire au logement est un droit impératif. On ne pourra pas en priver son conjoint. Ce droit temporaire au logement permet, comme nous l'avons évoqué dans le PACS, d'occuper à titre gratuit le logement de la famille pour une durée d'1 an à compter du décès. L'autre versant de cette protection du logement de la famille, le droit viager au logement, permet au conjoint survivant, pour toute sa vie, d'occuper le logement. Attention cependant, il ne s'agit pas ici d'un usufruit. En effet, si le conjoint venait à quitter le logement, puisque celui-ci ne correspond plus à ses besoins, et bien dans ce cas-là, son droit s'éteindrait. Il ne pourrait pas convertir ce droit en le louant, par exemple, et en percevant les revenus. Comme vous pouvez le voir, par le simple fait du mariage, il existe d'ores et déjà une protection relativement importante de son conjoint survivant. Il est cependant possible d'ajuster et d'augmenter cette protection par une démarche active de votre part. Il sera possible d'augmenter la protection de son conjoint par un changement de régime matrimonial, par exemple, et pour cela, encore une fois, je vous renvoie à la vidéo dédiée aux différents types de régimes matrimoniaux. On pourra simplement dire que dans le cadre d'une protection extrême, il sera possible d'opter pour une communauté universelle, c'est-à-dire une mise en commun de tous les biens, avec une clause d'attribution intégrale. C'est-à-dire, en pratique, qu'il n'y aura pas véritablement de succession réglée au décès du premier des époux, l'intégralité des biens seront transmis au second époux et par conséquent, les biens seront transmis aux enfants au décès du second époux. Attention cependant, ce régime matrimonial est à manier avec précaution. Il peut en effet avoir un effet pervers, notamment sur le plan fiscal. Les enfants disposent d'un abattement fiscal de 100 000 € par parent. Cet abattement fiscal est rechargé tous les 15 ans, c'est-à-dire que les enfants pourront, tous les 15 ans, recevoir 100 000 € de chacun de leurs parents sans payer de droits de succession ou de donation. Dans le cadre d'une communauté universelle, avec une clause d'attribution intégrale de cette communauté aux survivants des conjoints, eh bien, il n'y a pas véritablement de transmission au premier décès. L'intégralité de la communauté revenant au second époux. La transmission sera réglée au décès du second époux et par conséquent, on ne pourra pas bénéficier des 100 000 € d'abattement qui auraient été utilisés dans le cadre d'une transmission au premier décès. Attention donc sur ce point. Enfin, dans le cadre des familles recomposées, il faudra aussi être très vigilant. Il ne faudrait pas porter atteinte et léser les droits des enfants issus d'une autre union. Le changement de régime matrimonial est donc une option, mais ça n'est pas la seule. D'ailleurs, certains couples préfèrent garder une autonomie de gestion dans leurs rapports matrimoniaux et patrimoniaux. Dans ce cas, il faudra plutôt privilégier la rédaction d'une donation entre époux ou d'un testament. Ce sont deux outils juridiques dont la forme est différente, cependant ils pourront conduire à des effets patrimoniaux similaires. Pour choisir quel est l'instrument juridique le plus adapté à votre situation, je vous invite à vous rapprocher de votre notaire. Dans la suite de cette vidéo, nous parlerons de la donation entre époux puisque nous nous situons ici dans la partie dédiée aux époux et cet instrument juridique est véritablement réservé aux couples mariés. C'est la raison pour laquelle nous parlerons de donation entre époux pour la suite, mais le testament est aussi une option. La loi prend en compte le lien spécifique qui va unir les époux. Ainsi, elle permet de gratifier son époux d'une part un petit peu plus importante que la quotité disponible ordinaire dont nous avons parlé en toute première partie. Ainsi, dans cette donation entre époux, vous pourrez laisser l'option à votre conjoint de recueillir dans votre succession l'usufruit de la totalité des biens existants, première branche de l'option, ou bien la pleine propriété de la quotité disponible, deuxième option, ou bien troisième option, une option un petit peu plus complexe par laquelle il sera possible pour le conjoint survivant de recueillir un quart en pleine propriété et 3/4 en usufruit. Ne vous inquiétez pas, nous revenons et décortiquons chacune de ces branches afin de voir leur utilité et dans quelle mesure elles peuvent être adaptées. Intéressons-nous à la première branche de cette option.
l'usufruit de la totalité des biens existants. La loi prévoit déjà la possibilité pour le conjoint survivant d'opter pour l'usufruit de la totalité des biens existants. Cependant, cette possibilité n'est ouverte que pour les couples dont tous les enfants sont communs. Ainsi, si la personne décédée avait un enfant issu d'une précédente ou d'une autre union, eh bien dans ce cas-là, le conjoint survivant ne pourrait pas opter pour l'usufruit. C'est la raison pour laquelle il peut être utile dans une donation entre époux d'ouvrir ce choix dans le cas où il ne serait pas ouvert par la loi au conjoint survivant. Ensuite, dans le cas où le conjoint survivant aurait quand même la possibilité d'opter pour l'usufruit prévu par la loi, eh bien, l'usufruit prévu dans la donation entre époux, dit conventionnel, et l'usufruit offert par la loi, dit légal, n'ont pas tout à fait le même champ d'application. En effet, grâce à l'usufruit prévu dans la donation entre époux, le conjoint survivant sera en mesure, au jour du décès, de limiter cet usufruit. S'il estime par exemple qu'il n'a pas besoin d'avoir l'usufruit sur la totalité des biens, mais qu'un usufruit seulement sur le logement de la famille lui suffit, eh bien il pourra limiter cet usufruit. Ce qui n'est pas possible dans le cadre d'un usufruit légal qui répond à la règle du tout ou rien. Deuxième branche de l'option à présent, il est possible dans cette donation entre époux de prévoir la possibilité au conjoint de choisir de recueillir la pleine propriété de la quotité disponible dont nous avons parlé. Cette branche peut être intéressante, en effet, elle va pouvoir accroître la part en pleine propriété que sera susceptible de recevoir votre conjoint. Dans le cas où vous auriez par exemple un ou deux enfants, la quotité disponible, rappelez-vous, était égale à la moitié de la masse dont nous avons parlé ou aux 2/3, et bien dans ce cas, en fonction des donations antérieures, cette possibilité pourra accroître la part du conjoint survivant en pleine propriété. Enfin, troisième branche de l'option, c'est une option plus complète qui permet au conjoint survivant de recueillir dans la succession non seulement une part en pleine propriété, mais aussi une part en usufruit, à savoir un quart en pleine propriété et 3/4 en usufruit. C'est ce qui permet véritablement d'avoir une protection plus complète. La donation entre époux va vous permettre d'organiser une transmission véritablement sur mesure à votre conjoint. Il faudra cependant lui laisser le choix de la solution la plus adaptée à sa situation au jour de votre décès. Et pour ça, il sera en mesure de limiter les biens qu'il serait susceptible de recevoir et d'adapter en fonction de son contexte personnel, patrimonial, financier, professionnel, mais aussi en prenant en considération le contexte familial de manière plus globale, la situation qui semble la plus adaptée. Je tiens à préciser que vous pouvez à tout moment revenir sur ces dispositions de dernière volonté et les annuler. Vous n'êtes pas lié ad vitam aeternam. Il est tout à fait possible de revenir sur ces dispositions. Par ailleurs, le notaire, dans la donation entre époux, insérera une clause de résiliation automatique en cas de divorce. Par conséquent, pas de risque de maintenir cette donation si vos relations de couple n'allaient plus. J'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a permis de comprendre la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement et de vous exposer les solutions qui s'offrent à vous pour adapter, voire créer une protection suffisante à l'égard de la personne qui partage votre vie. Je me permets un dernier petit résumé. Vous êtes concubin, rien n'est automatique. Vous devez avoir un comportement actif pour que votre concubin puisse recueillir une part dans votre héritage. Attention cependant, la réglementation fiscale peut être dissuasive. C'est la raison pour laquelle nous vous conseillons de vous orienter plutôt vers le PACS ou le mariage. Dans le cadre du PACS, encore une fois, rien n'est automatique. Vous devrez encore une fois avoir un comportement actif et rédiger un testament pour que votre partenaire puisse recueillir une part dans votre succession. Le régime fiscal est cependant beaucoup plus clément puisqu'il y aura une exonération des droits de succession. Enfin, dans le cadre du mariage, si vous êtes marié, vous êtes automatiquement protégé. Vous pouvez cependant ajuster et augmenter cette protection par la donation entre époux, le testament ou le changement de régime matrimonial. À ce sujet, je vous invite à vous rapprocher de votre notaire pour qu'il puisse vous donner des conseils en adéquation parfaite avec la situation qui est la vôtre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite sur la chaîne Conseil Notarial.